Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Lanaudière pleure un de ses grands citoyens avec le départ de Roger Brulotte. Le Relais pour la vie Rive-Nord se fixe de grands objectifs pour l'édition 2026 et une programmation relevée en musique classique pour la 49e édition du Festival de Lanaudière. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. La région pleure un de ses grands citoyens en la personne de Roger Brulotte, l'homme impliqué dans toutes les sphères de la communauté, mais plus particulièrement dans la sphère sportive, oui. Et la persévérance scolaire s'est éteinte à l'âge de 79 ans vendredi dernier, après avoir livré une bataille contre le cancer. J'avais d'ailleurs eu la chance, oui, de m'entretenir avec lui alors qu'il a été élu grand terrebonien lors de la cuvée 2025. On l'écoute. Une journée comme aujourd'hui, quand tu regardes tout ça, tu te dis à toi-même, « Hey, j'en ai fait des affaires, mais jamais tout seul. » À chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'ai toujours été bien entouré. Et encore aujourd'hui, avec la FPES, en commission scolaire, je suis aidé et c'est ça qui est important. Les Jeux du Québec, les gens sont en train de m'aider à monter quelque chose, un bon comité. Quel beau défi. Quand tu vas dans une ville, il faut que tu t'impliques. Il y a bien des gens qui arrivent, quand je veux dire impliquer, je ne veux pas dire sur le côté politique, mais socialement. Nos jeunes ont bien impliqué. Quand je pense la participation à la construction de la bibliothèque, l'arrivée de l'école du Vieux-Chêne dans mon coin, c'est des affaires que j'ai travaillé dessus. Ça, je trouve ça encore plus important que les autres choses que j'ai faites. M. Brulotte a su tisser des liens avec plusieurs personnalités de la région et différentes personnalités politiques lanaudoises. J'ai pu m'entretenir avec des maires du territoire qui témoignent du lien qu'ils avaient avec lui. Un être sensible, un être humain comme j'en ai rarement rencontré. Tu étais malheureux, tu rencontrais Roger, tu sortais de là super de bonne humeur. J'ai eu la chance le 23 décembre dernier d'aller le rencontrer avec les enfants. Donc, on avait fait des dessins pour aller lui porter à l'hôpital. Il était à Marie-Clarac. Donc, on a eu la chance de le côtoyer. J'ai eu la chance de même le texter jusqu'au mois de février. Le 14 février dernier, je lui écrivais par texto. Donc, c'est quelqu'un qui... je connais rarement du monde qui ont une joie de vivre et qui te mettent le sourire comme Roger Brulotte, pardonne-moi, pouvait nous le mettre. Un homme super impliqué dans notre milieu et il l'a toujours fait avec le cœur. Donc, moi, je pense que c'est un peu ce qui mettait, dans le fond, ce qui différenciait de Roger Brulotte de d'autres personnes, c'est qu'au-delà d'être connu, mais il était impliqué, puis il était là pour les bonnes raisons. Puis j'ai regardé tous les témoignages qu'on voit depuis les derniers jours. Je pense que ça démontre à quel point que c'était un humain extraordinaire, donc au-delà de la personnalité publique qu'il était. Puis, tu sais, il n'avait pas d'enfant, Roger, donc il faisait toute l'implication pour l'encouragement scolaire pour les autres. Donc, pour lui, c'était important de redonner à la communauté. Et moi, je pense que c'est tout à la grandeur de l'homme qu'il était. Décennies, puis il croyait, puis il occupait la fonction de président de ce comité-là depuis belle lurette. Puis pour lui, c'était important. Puis année après année, ben, il prenait le temps de venir nous rencontrer, de venir nous demander, puis nous expliquer un peu ce qu'il faisait avec les sommes d'argent qu'il ramassait. Puis il s'amusait toujours à dire, moi, je suis un vrai bénévole, on prend zéro salaire, aucun fait d'administration, tout allait à la jeunesse. Donc, c'était vraiment un être important du Québec, mais dans la Lanaudière, qui a joué un rôle plus qu'important, puis qui a permis à des milliers de jeunes de réussir et de se rendre jusqu'au bout de leurs rêves là, au niveau de la scolarité. Donc, chapeau, mon cher Roger, bon voyage et merci de ton implication dans notre belle communauté. Roger Brulotte, c'est un ami personnel, c'est l'ami de tous les Québécois, bien honnêtement. Puis ça a longtemps été un citoyen de Repentigny. Les gens ne le savent peut-être pas, mais il a longtemps vécu à Repentigny. C'est une perte
terrible parce que Roger était premièrement un grand amoureux de la vie, mais c'était surtout quelqu'un d'extrêmement généreux, d'impliqué dans sa communauté. Je pense par exemple à son organisation pendant plus d'une trentaine d'années du tournoi de golf pour la Fondation pour l'encouragement scolaire. C'est des millions de dollars que Roger a réussi à ramasser au cours des années pour financer la lutte au décrochage scolaire. On voyait que c'était un homme qui était de cœur impliqué. À Repentigny, ben, c'est sûr qu'avec les Royales, il a été très présent. Il s'est assuré de la mise en marché puis de la vigueur du baseball à Repentigny. Il a notamment été président là, de la Ligue de baseball junior majeur du Québec. On connaissait tous l'amour de Roger pour le baseball, mais ce qui était beau, c'était que régulièrement, il allait de façon incognito voir des games du Royal l'été. Fait qu'il me textait, puis on allait faire un petit tour pour aller voir une partie du Royal vite, vite, saluer un peu le monde. Puis c'est ça, Roger, un gars qui a le cœur sur la main, qui aimait profondément les êtres humains, puis il va vraiment manquer à la communauté. Ah, Roger, là, c'est la personne qui serrait le plus de main dans un événement. J'arrêtais pas de le niaiser en disant qu'il aurait été excellent en politique. Il avait vraiment la twist. Mais, tu sais, Roger, juste vous donner à quel point c'est un être humain, c'est le gars qui était sur un lit d'hôpital puis qui, pendant la campagne, m'appelait pour savoir comment ça allait ma campagne puis qui m'a appelé le lendemain de l'élection pour me féliciter. Désolé, là, je suis pas un gars émotif, mais ça remonte un peu. C'est tu sais, qu'il ait pris le temps alors qu'il était malade de m'appeler juste pour me féliciter, puis savoir comment ça allait, puis être content de la victoire, tu sais, c'est quelque chose de recevoir ça de Roger. Puis à toutes les fois qu'il rentrait dans une pièce, là, il devenait le centre de l'attention. Il avait cette capacité-là. Fait que Roger était peut-être pas grand, mais c'est un des plus grands hommes qu'on a eu au Québec. Ben, le lac de Roger est immense à Repentigny, immense comme son cœur, puis dans toute la région de la Nodière, parce que il y a jamais, ça ne lui a jamais fait peur de prendre du temps puis de s'impliquer pour sa communauté, alors qu'il aurait tellement pu faire plein d'autres choses de son temps, mais pour lui, de redonner au prochain, c'était important. Fait que c'est un pilier de la communauté lanodoise qu'on perd. Je m'appelle Trixie et j'ai 6 ans. Je porte des prothèses pour pratiquer toutes mes activités préférées. Je peux faire de la trottinette. Je m'entraîne avec mon papa. Et j'adore faire de la corde à sauter. Votre générosité permet aux hôpitaux de guerre de me donner les prothèses dont j'ai besoin. Merci! Le Relais pour la vie Rive-Nord est de retour pour une 18e édition cette année et l'événement aura lieu à Terrebonne sur l'île des Moulins. Roger Brulotte avait d'ailleurs accepté d'être coprésident d'honneur pour cet événement. Une conférence de presse a permis de regrouper tous les acteurs du milieu qui s'impliquent dans cette cause. Ceux-ci étaient présents le 3 mars dernier à la salle du Conseil de Terrebonne. Voici le reportage. La première partie, c'est vraiment le jour, donc on va parler avec, comment je pourrais dire ça, des partie familiale, un peu plus familiale avec les enfants, les jeux gonflables, ainsi de suite. Ensuite, il va y avoir la partie protocolaire et la soirée qui va suivre avec tout ce qui s'ensuit. Les événements, comme l'hommage aux disparus, donc avec le joueur de cornemuse. Un moment toujours très émouvant avec tous les luminaires là, sur le bord du sentier, donc très touchant. Puis la vidéo qui rend hommage à ces gens-là. Donc, il y a un volet spectacle aussi là, qui est assez important. Un volet spectacle avec Victoria Sénécal, qui est une porteuse d'espoir. Elle a eu un cancer, puis elle est aussi capitaine d'équipe. Donc, ça va être super intéressant. Puis, il va y avoir plusieurs autres surprises qui vont être attendues durant la soirée. La thématique, c'est Faisons briller les étoiles. Donc, les étoiles, pour nous, ce sont les chercheurs, puisqu'on travaille pour prolonger des vies, améliorer des vies et sauver des vies. Donc, les chercheurs sont là pour aider à perpétuer la victoire envers le cancer. Les étoiles, c'est aussi les participants d'espoir, des gens qui ont vaincu la maladie ou qui sont en train de la vaincre, les gens qui sont disparus à cause de la maladie. Puis tous les étoiles, les donateurs, les marcheurs, les marcheuses, les capitaines. Donc, on attend autour de 650 à 700 marcheurs-marcheuses dans autour de 70-80 équipes.
On espère obtenir la somme de 500 000 $. Donc, l'année dernière, on a eu 790 000 $. On a eu un peu d'aide d'une des équipes l'équipe base qui nous a ramassé beaucoup de sous. Donc, cette année, on s'est donné un objectif de 500 000 $. Puis, essayer de continuer d'exceller dans ce qu'on fait, faire vivre des émotions. La mission, c'est avoir des gens qui croient à la mission, ramasser des sous pour prolonger des vies, améliorer des vies. Je me répète, mais c'est vraiment ça. C'est ça qu'on veut. On veut sauver des vies. C'est ça qui est l'objectif. Un monde sans cancer. Donc, c'est ça l'objectif. Effectivement. Puis, je pense qu'on a une super bonne équipe. Puis, on fait vivre une émotion assez spéciale à nos marcheurs. Moi, j'ai eu la chance de m'en sortir. T'sais, on ne connaît pas l'avenir, c'est bien entendu, mais pour l'instant, je suis assez en santé pour être capable de reprendre ma vie professionnelle, de pouvoir reprendre le cours de ma vie comme elle était avant un diagnostic de cancer. Donc, c'est un peu dans l'esprit de donner au suivant, parce que je suis très consciente que j'ai été super bien entourée, j'ai été super bien traitée aussi en termes de soins médicaux, que j'ai bénéficié de la recherche aussi. Alors, quand on m'a sollicité pour participer à cet événement-là que je ne connaissais pas, je me suis rendu compte que derrière tous les soins que j'avais eus, il y avait justement des gens très engagés, vraiment généreux, qui font des pieds et des mains pour solliciter des dons, organiser des événements, sensibiliser les gens, puis que moi, j'en ai bénéficié finalement. Je suis comme à l'autre bout de ce chemin-là. Donc, je me disais que c'était juste normal finalement de participer à mon tour, dans l'espoir que d'autres personnes puissent bénéficier du genre de soins que j'ai pu avoir aussi. C'est comme de la solidarité. C'est comme, tu sais, quand je regardais les gens dans la pièce, les gens qui ont eu le cancer sont identifiés par un T-shirt jaune, pareil comme celui que je porte. Alors, évidemment, je plongeais mon regard beaucoup dans le regard de ces gens-là parce que on sait ce par quoi on est passé. Alors, ça crée comme une espèce de lien de cœur. Tu sais, on est comme membre d'un club qu'on n'a pas choisi, mais on était là quand même. Alors, on sent qu'on est un petit peu là les uns pour les autres. Puis je pense que c'est bien important, justement. Je l'ai vécu dans mes traitements. Tu sais, tu rencontres des gens que tu connais pas, mais tu sais un peu ce par quoi ils passent. Toi, tu passes par là aussi. Une espèce de gentillesse, une espèce de solidarité qui fait une différence. Écoutez, moi, quand il y a des événements comme une conférence de presse d'un relais pour la vie, ça me fait tellement plaisir d'être là. Ce soir, ce qu'on a vu à la conférence de presse, c'est vraiment une communauté mobilisée pour organiser le relais pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer. Puis pour moi, c'est toujours magnifique de voir ça. Je le disais aussi un petit peu, c'est vraiment le relais pour la vie, c'est la mission de la Société canadienne du cancer en action. On est là pour les personnes touchées par le cancer, on démontre de la solidarité et c'est de l'espoir. Comme l'année passée, c'était le plus grand relais pour la vie, le plus lucratif au Québec et au Canada. Cette année, ils se sont encore donné un bon objectif financier. On va avoir 18 relais pour la vie au Québec. Puis j'ai l'impression qu'ils vont être encore parmi les premiers. Je leur souhaite vraiment un grand succès. En fait, ils ont tout mis en place pour que ça fonctionne bien. Moi, je vois vraiment cette initiative-là comme un message d'espoir. Et c'est exactement l'endroit où on veut être quand on a un diagnostic. On espère pouvoir faire partie de ceux qui ont le luxe d'avoir de l'espoir. Parce que d'avoir de l'espoir, ça veut dire peut-être que je vais m'en sortir. Et pour avoir de l'espoir, bien, il faut avoir accès à des soins. Puis il faut que la recherche continue ses avancées. Tu sais, mon médecin me disait peut-être qu'un jour, le cancer, ça va juste être une maladie chronique. Ça va être un peu comme quelqu'un qui a le diabète. Actuellement, c'est pas ça. Actuellement, il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Alors, je trouve qu'une initiative, toute cette énergie-là, tous ces gens-là qui sont déplacés, ils sont là justement pour te porter ce message-là que dans un moyen terme ou un long terme, on va la vaincre pour de bon, cette maladie-là. Alors, c'est vraiment un message d'espoir. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Le 9 mars dernier, le candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, était de passage au CFP des Riverains dans le cadre d'un dîner-conférence organisé par la CCMLA. Plusieurs entrepreneurs étaient présents afin d'écouter l'actuel ministre caquiste. Voici le topo. Aujourd'hui, on est au Centre de formation professionnelle des Riverains. Super belle salle là, pour ce genre d'événement-là, qui est un dîner-conférence politique avec Bernard Drainville aujourd'hui. On a lancé l'invitation aux deux candidats à la chefferie ainsi qu'à d'autres chefs de parti. Puis Bernard Drainville a été le premier là, à lever la main pour être présent. Donc, on est super heureux là, de pouvoir l'accueillir ici aujourd'hui.
Au menu, en fait, il y a aussi le ministre délégué à l'économie et au PME et ministre responsable de la jeunesse qui est là. Donc, il va avoir un petit moment d'allocution, M. Samuel Poulain. Ensuite, Bernard Drainville va tout de suite embarquer sur la scène là, pendant 20-30 minutes, nous expliquer comment il voit le contexte de compétitivité, l'attractivité régionale, nos PME également. Donc, pendant 20-30 minutes, ça va être Bernard Drainville qui va parler de tout ça. Et il va y avoir une période de questions, là, justement, pour que notre communauté d'affaires puisse s'exprimer librement. Et c'est le fun que notre communauté d'affaires puisse avoir accès aux décideurs publics puis à la sphère politique. Donc, un événement comme aujourd'hui, bien, ça permet justement d'avoir cette accessibilité-là avec les paliers gouvernementaux. Aujourd'hui, c'est un candidat à la chefferie qui sait le 12 avril, on verra ce qui va se passer, mais ça reste qu'il est dans les décideurs publics. Donc, voilà. C'est un homme qui aime les régions du Québec. Il va certainement vous en parler de ce lien très précis qu'il a avec la région chez vous. Et il y a une chose que je sais, c'est que pour opérer des changements, faire face à l'adversité, il y a un homme qui reste debout, et c'est celui que je vous présente, M. Bernard Drainville. Je vais vous résumer un peu les propositions un peu plus économiques ou qui ont une dimension un peu plus économique de ma plateforme, si vous voulez, ma plateforme comme candidat à la chefferie. Partez de l'idée que moi, alors j'ai servi dans 2 gouvernements, 3 ministères différents. Et dans le fond, ce que je propose, c'est un peu le bilan de ce que j'ai pu vivre et observer de l'intérieur du fonctionnement du gouvernement, du fonctionnement de l'État. C'est vrai que certaines des propositions que je fais, ce ne sont pas des convictions que j'ai toujours, dans lesquelles j'ai toujours cru. Je ne m'en cache pas. Il y a certaines des idées que je mets de l'avant dans cette course qui ne sont pas des idées auxquelles j'adhérais auparavant. Mais ayant vu puis ayant expérimenté le fonctionnement de l'État québécois, j'en viens à la conclusion qu'il faut faire des changements et qu'il faut faire des changements en profondeur sur ce que j'appellerais le modèle québécois. Je pense qu'il est temps de passer à une autre étape dans la manière qu'on livre les services gouvernementaux, dans la manière qu'on gère le gouvernement et qu'on gère plus largement l'État québécois. Parce que ce que j'ai observé, c'est qu'on a accumulé au fil du temps des couches administratives, ce que j'appelle l'État lasagne, là. On a vraiment accumulé couche par-dessus couche, par-dessus couche, et honnêtement, le temps est venu de moderniser cette fonction publique, cette bureaucratie qui s'est construite à partir des années 60 et qui est devenue extrêmement lourde. Alors, 3 grands changements que je propose, qui sont, à mon avis, des ingrédients essentiels si on veut se donner un État puis des services gouvernementaux plus performants pour le citoyen. La première, je dis qu'il ne faut pas hésiter à recourir au privé quand le public ne fait pas le travail. Je pense sincèrement qu'il faut donner une première chance au public. On paye pour le public avec nos taxes et nos impôts. Mais si après un certain temps, le citoyen n'est pas capable d'avoir son service au public, je pense qu'on ne devrait pas hésiter à l'envoyer au privé pour qu'il puisse obtenir son service, et ça devrait être aux frais de l'État. Le citoyen a payé par ses taxes et ses impôts. Si l'État n'est pas capable d'y donner ce pourquoi il a payé, tu l'envoies au privé, et puis ce n'est pas aux citoyens de payer pour ça. La deuxième proposition que je fais par rapport à l'État, c'est la permanence à vie pour les fonctionnaires. Alors moi, j'ai fait une centaine de mises à pied à l'environnement quand je suis arrivé en septembre. Alors, qui est-ce que j'ai mis à pied? Je n'ai pas mis à pied les permanents. Je ne peux pas mettre à pied les permanents. J'ai mis à pied les occasionnels et les temporaires. Qui sont les occasionnels et les temporaires? Les jeunes. Les mises à pied à l'environnement, et je soupçonne ailleurs dans l'appareil public, ce sont les jeunes qui en ont fait les frais. Or, on a besoin de rajeunir la fonction publique, on a besoin d'amener des jeunes dans la fonction publique, notamment parce qu'ils sont plus confortables, plus à l'aise avec les nouvelles technologies. Puis ça m'amène à mon troisième point. On a mis en place, le gouvernement de M. Legault, avec Jean Boulet, un certain nombre de... Enfin, on a mis en place une loi qui dit
que dorénavant, dans les conflits de travail, l'impact social doit être pris en compte. Par exemple, l'impact sur les enfants, dans le cas d'une grève dans l'éducation. Cette loi-là, elle a été votée. Là, il y a une deuxième loi qui est devant le Parlement qui prévoit un renforcement de la démocratie et de la transparence syndicale pour faire en sorte qu'on ne prenne pas des votes de grève à 2 heures du matin, comme ça a été le cas pour la FAE pendant la grève des écoles. Donc, on va s'assurer que les gens puissent voter pendant une plage horaire. Je pense que même après la commission parlementaire, si je ne me trompe pas, c'est 24 heures. Pendant 24 heures, les gens vont pouvoir voter sur un mandat de grève. L'utilisation des cotisations syndicales pour faire à peu près n'importe quoi, là, faire de la politique, se présenter devant les tribunaux, puis tout le reste. Là, il va falloir que les syndicats justifient l'utilisation de ces cotisations syndicales pour autre chose que leur mandat premier. Ça aussi, je pense que c'est une avancée pour notre société. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Ce week-end, les différents partis politiques de Terrebonne se sont mobilisés en vue de l'élection partielle du 13 avril prochain. Du côté du Parti libéral, la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, est allée à la rencontre de Tatiana Auguste. Du côté du Bloc québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, est venu prêter main forte à Nathalie Saint-Clair-Desgagnés en faisant du porte-à-porte. 2 autres candidats sont également dans la course, Adrienne Charles, candidate du Parti conservateur, et Maxime Baudouin, candidat du NPD. Ce sont 116 des 1619 initiatives entrepreneuriales inscrites à la 28e édition du défi Ose entreprendre qui sont issues de la Nodière. Une participation remarquée selon les organismes de développement économique locaux et de la Nodière économique. Le gala régional se tiendra le mercredi 29 avril au Théâtre du Vieux-Terrebonne sous la présidence d'honneur de Marilyn Vallière, ancienne lauréate régionale. Du côté culturel maintenant, le Festival de la Nodière a dévoilé sa programmation 2026 qui se déroulera du 3 juillet au 2 août prochain. Encore cette année, l'événement promet de réunir de grands artistes d'ici et d'ailleurs dans plusieurs lieux de la région. Naila, qu'est-ce qu'on retient de cette nouvelle édition? Oui, ce qu'on retient, c'est d'abord l'ampleur de la diversité de la programmation. Le festival va proposer plus de 25 concerts avec des rendez-vous à l'amphithéâtre Fernand-Lindsay, mais aussi dans des églises historiques et aussi dans différents lieux culturels et agrotouristiques de la Naudière. L'idée, c'est vraiment d'offrir une expérience musicale ancrée dans le territoire et accessible à différents publics. Puis on va pouvoir écouter la directrice générale qui va nous expliquer un peu plus c'est quoi ce festival-là. Donc, le Festival de la Naudière, c'est un rendez-vous qu'on donne à chaque été depuis maintenant 49 ans aux résidents naturellement de la Naudière, mais également au-delà d'eux à travers le Québec. Donc, les amoureux de la musique classique. C'est près d'une trentaine d'événements qui sont répartis, principalement à l'amphithéâtre Père-Lindsay situé à Joliette, où on va présenter 11 grands concerts avec orchestre. Donc, des orchestres qui vont être de retour cet été, qui sont là depuis nos débuts, depuis très longtemps. Donc, on pense à l'OSM, à l'Orchestre métropolitain, mais également les Violons du Roi. On a également l'Orchestre symphonique de Québec va faire un retour, mais on a également des concerts présentés dans différentes églises à travers la région, dans une formule un peu plus intime, et également ce qu'on appelle notre série Hors les murs. Donc ici, ce sont des concerts présentés dans des lieux un peu inusités, comme par exemple la distillerie Grand Dérangement et encore le jardin Arômes et Saveurs. Donc on sort la musique un peu dans des lieux où les gens ne sont pas habitués, mais on peut créer des rencontres incroyables entre les artistes et les gens du public. La grande nouveauté, je dirais, en termes d'accueil du public ici, c'est qu'on va mettre en place une passe pelouse. Donc, c'est vraiment une passe qui se vend à 115 $ taxes incluses, mais qui va permettre aux gens un accès illimité à la pelouse pour l'entièreté de tous les concerts à l'amphithéâtre.
Et au-delà des grands concerts, Naila, l'organisation du festival veut vraiment garder des liens avec la communauté. Oui, exact. Là, les organisateurs rappellent que le festival, c'est aussi un événement profondément enraciné dans la région. Puis la présentation de la saison là, des différents milieux lanaudois permet justement d'aller à la rencontre des partenaires, des fidèles festivaliers et des gens qui suivent l'événement année après année. Puis on sent là, une volonté claire là, de maintenir ce lien là, de proximité-là tout en donnant à la communauté un avant-goût privilégié de l'été musical à venir. J'ai parlé avec le directeur artistique là, et une citoyenne très engagée dans le festival. On peut les écouter. Il y a un point focal qui est la présentation d'un opéra par Yannick Nézet-Séguin. En fait, c'est déjà le 4e qu'on fait avec Yannick cette année, qui est un peu une avant-première d'un spectacle qu'il présente, qui va monter au Metropolitan Opera à New York, dont il est directeur musical. Cette année, c'est Macbeth de Verdi. Donc, Macbeth, c'est vraiment un opéra, une pièce de théâtre de Shakespeare là, de laquelle Verdi s'inspire, qui parle au fond de la thématique, la question du pouvoir dans la vie humaine. Puis, de là découle un peu une sorte de fil rouge sur l'ensemble de la saison. Puis, la question du pouvoir, c'est certainement tout à fait pertinent pour aujourd'hui. C'est intemporel, en fait, mais c'est ça répond à une réflexion aussi très contemporaine. Puis je pense que le public peut se retrouver là-dedans, tout à fait. Que les gens en profitent justement pour se retrouver dans un contexte merveilleux, hein, l'amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette que vous connaissez, qui est une des plus belles salles de concert extérieurs du monde. J'hésite pas à le dire parce que c'est vrai, moi j'ai la chance d'en voir beaucoup. Pour justement se faire le cadeau d'un peu de temps pour soi. En fait, on présente la saison, on la présente au grand public, évidemment, mais de la présenter comme ça chez nous, dans nos bureaux, là, à la Maison de la musique René Charette à Joliette, c'est l'occasion de maintenir ce lien-là vivant avec la communauté, puis de quelque part donner une forme d'exclusivité. Je viens pratiquement tous les ans et j'aime beaucoup le festival. J'ai su toutes les activités du festival depuis que c'est commencé. L'année prochaine, on va fêter le 50e et j'ai tellement hâte encore. Ça va être une belle année. De toute façon, c'est une belle année à tous les ans parce que j'embarque puis j'achète pratiquement toutes les belles. Et donc, Naila, il n'y aura pas seulement des concerts à l'amphithéâtre. Non, exactement. Là, il va y avoir aussi une programmation avec des concerts en église, des rendez-vous hors les murs, puis 5 soirées cinéma en plein air qui vont être gratuites, ainsi qu'une journée porte ouverte prévue le 5 juillet. Le festival veut vraiment donner le goût à l'été et faire rayonner la musique un peu partout dans la Naudière. Merci beaucoup, Naila. On se retrouve jeudi prochain. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.